Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des textes assez percutants. Ceux d'un penseur marocain, Mahdi El Mandjra. Il date de 2003 et sa thèse centrale est simple mais radicale. L'humiliation n'est pas juste un sentiment, c'est devenu la principale méthode de gouvernance à l'échelle mondiale. Oui, et le contexte est absolument essentiel. Il écrit juste après le 11 septembre, au moment où la tension monte avant la guerre en Irak. Ce n'est pas une analyse à froid, c'est une réaction à chaud vraiment, à un monde qui est en train de basculer. On sent l'urgence dans chaque mot. C'est ça, on sent presque le bruit des bottes en fond sonore. Et pour lancer notre discussion, il faut qu'on s'arrête sur le concept qui a donné son nom à l'ouvrage. El Mandjra, il ne parle pas juste de domination ou d'oppression. Non, il forge un mot, l'humiliocratie. Exactement. Et pour qu'on saisisse bien ce que ça veut dire, il commence avec une scène très personnelle. Une anecdote de jeunesse qui l'a visiblement beaucoup marqué. Ah oui, hein? C'est une scène qui dit tout. Il est à la terrasse d'un café. Un jeune cireur de chaussures propose ses services. Le client refuse, s'impatiente, et finit par lui donner un coup de pied. C'est violent. Très. Et un agent de police voit toute la scène. On s'attendrait à ce qu'il intervienne pour le garçon, bien sûr. Mais non. Il s'approche et réprimande le cireur. Il l'accuse d'avoir harcelé le client. L'injustice est totale. La victime devient le coupable et l'autorité valide ça. Pour El Mandjra, cette scène, c'est la métaphore de son concept. C'est une image incroyablement puissante. Ce n'est pas seulement une agression, c'est la négation de la dignité validée par le système. Alors comment est-ce qu'il fait le pont entre cette anecdote et un système mondial, cette fameuse humiliocratie? Alors, il a défini comme un système politico-culturel qui est conscient. Le but n'est pas seulement de dominer, mais, je cite, d'agresser la dignité des autres. C'est ça la clé. Et il décrit une mécanique en 3 temps, une sorte de cascade toxique. Une cascade. Oui. D'abord, il y a l'humiliation, disons, externe. Les grandes puissances, avec les États-Unis en tête, qui humilient les pays du Sud. Ensuite, cette humiliation, elle ruisselle vers l'intérieur. C'est l'humiliation interne. C'est-à-dire que les régimes de ces pays, souvent corrompus, dépendants, humilient à leur tour leurs propres citoyens pour se maintenir au pouvoir. D'accord. Une double peine, en quelque sorte. Mais il parle d'une triple humiliation. Quelle est la troisième et? La troisième, c'est peut-être la plus terrible. C'est l'auto-humiliation. L'auto-humiliation. C'est le moment où les peuples, écrasés par tout ça, finissent par intérioriser leur impuissance. Ils s'abstiennent de réagir, par léthargie, par soumission. Et là, la boucle est bouclée. Le système se maintient parce que les victimes y participent passivement. Mais c'est un peu dur, non? De parler d'auto-humiliation. Quand on vit sous une dictature soutenue de l'extérieur. Ce n'est pas un peu facile de blâmer les peuples? C'est une excellente question. Et je pense qu'il en est conscient. Je ne crois pas qu'il faille le voir comme un blâme, c'est plutôt un diagnostic. Il constate que cette absence de réaction, qu'elle soit due à la peur ou au désespoir, c'est une pièce du système. Sans cette passivité, le système ne tient pas. C'est un appel à la prise de conscience, en fait. D'accord. C'est un mécanisme assez sombre qu'il décrit. L'humiliation se propage comme un virus, du sommet jusqu'à l'individu. Et ce système, il l'appelle le méga-impérialisme. Exactement. Pour lui, après la chute de l'URSS, on est entré dans une nouvelle ère. Le colonialisme à l'ancienne, c'est fini. Le méga-impérialisme, c'est un système unipolaire. Une seule superpuissance qui impose sa volonté par la force et qui s'appuie sur des régimes locaux autoritaires. Il utilise des mots très très forts. Il parle d'une nouvelle forme de fascisme qui ne tolère aucune divergence. Et cet impérialisme, il a besoin d'un ennemi pour se justifier. Ce qui nous amène à son autre grande idée, la guerre civilisationnelle. D'ailleurs, il a été un des premiers à utiliser ce terme, n'est-ce pas? Oui, il les tient beaucoup. Il précise bien l'avoir utilisé en février 1991, donc bien avant le fameux choc des civilisations de Samuel Huntington. Ah oui, bien avant. Mais au-delà de la date, c'est la philosophie qui est complètement différente. L'approche d'El Mandjra est préventive. Il sonne l'alarme. Il dit « Attention, si l'Occident ne respecte pas la pluralité des cultures et surtout l'islam, alors un conflit majeur va éclater. » Pour lui, les cultures sont des ponts, potentiellement. Alors que Huntington, c'est tout l'inverse. C'est ça. Huntington, son approche est prescriptive, presque fataliste. Il ne prévient pas d'un danger, il le théorise comme une fatalité. Pour lui, les lignes de fracture culturelle sont les futures lignes de front.
Le conflit est inévitable. C'est une vision qui justifie la guerre, alors qu'Al-Mandjara cherche à la désamorcer. Et pour Al-Mandjara, le moteur de cette guerre, c'est une peur de l'islam, en Occident, qu'il juge irrationnelle, nourrie par l'ignorance et l'arrogance. C'est cette peur qui devient un outil de pouvoir. Absolument. Et c'est là qu'il introduit un autre concept, la phobicratie, ou la peurocratie. C'est la gouvernance par la peur. Le 11 septembre 2001, c'est l'événement qui permet d'institutionnaliser cette peur à l'échelle mondiale. Et ça passe par les mots. Il parle de terrorisme sémantique. Terrorisme sémantique, c'est une expression très forte. Donc pour lui, la guerre des mots est aussi importante que la guerre sur le terrain. C'est exactement ça. Il rappelle que le mot terroriste, il a une histoire. Les puissances coloniales utilisaient contre les mouvements de libération. Après 2000 ans, ce mot est repris, vidé de sa complexité et imposé partout avec un sens unique qui sert un agenda politique très précis. Contrôler ce mot, c'est contrôler le récit. C'est désigner l'ennemi et justifier par avance tout ce qu'on fera contre lui. On voit bien la mécanique, mais une question se pose. La plupart des pays dont il parle sont indépendants depuis des décennies. Comment ce système de domination a-t-il pu perdurer ? Sa réponse est cinglante. Pour lui, l'indépendance politique a été un leurre. Les anciennes puissances ont juste changé de méthode. Fini l'occupation militaire directe, ça coûte cher. Le contrôle se fait à distance, en s'appuyant sur une élite locale qu'il qualifie d'aliénée et servile. L'appareil d'État postcolonial, les services secrets, l'armée, devient l'instrument de ce néocolonialisme. Donc le hardware a changé, plus de gouverneurs coloniaux, mais le software, le système d'exploitation, est resté le même. Il est juste géré par des intermédiaires locaux. C'est une très bonne analogie. Et sa critique la plus dure, elle est pour les régimes arabes de l'époque. Il est décrit en état de survie artificielle, totalement dépendant du soutien américain. Cette dépendance les rend complices de l'humiliation de leur propre peuple. Et cette faillite des élites, elle se voit dans la faillite des institutions internationales. Oui, il n'y va pas de main morte avec elle. Pas du tout. Pour lui, l'ONU est passée d'un état malade à comateux pour finir inhumé. Quant à la Ligue des États arabes, il la qualifie d'annexe du Pentagone. Carrément. À ses yeux, en 2003, ces organisations sont des coquilles vides, incapables de faire respecter le droit face à la loi du plus fort. Elles font partie du décor de l'humiliocratie. Et c'est là que le texte devient vraiment fascinant. El-Mandjra ne se contente pas d'analyser son présent, il se projette. Il sort sa boule de cristal et ce qu'il annonce est assez bluffant avec le recul qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est la partie la plus incroyable, je trouve. Il anticipe très clairement le déclin de l'Empire américain. Et il donne une fenêtre 10 à 15 ans, donc vers 2013-2018. Ce n'est pas juste une prophétie en l'air. Il s'appuie sur des indicateurs. Une économie en régression, une dépendance excessive à la force militaire. Il y a un chiffre choc là-dessus d'ailleurs. Oui, il dit que 80% du budget de recherche américain est alors alloué au domaine de destruction. Et surtout, il voit une perte catastrophique de légitimité mondiale. Et en miroir de ce déclin, il voit l'ascension d'autres puissances. Absolument. Il nomme la Chine, l'Asie du Sud-Est. Il cite même une déclaration de Bill Clinton en 1999, où Clinton prédisait lui-même que la Chine dépasserait économiquement les États-Unis en une quinzaine d'années. Pour El-Mandjra, la question n'est pas si, mais quand. C'est quasi stupéfiant à lire aujourd'hui. Et quelle serait la conséquence de tout ça ? De ces décennies d'humiliation face à un empire déclinant. La conséquence, c'est l'explosion. C'est ce qu'il appelle les intifadas. Il faut bien comprendre le mot, ce n'est pas juste une révolte politique. Une intifada, c'est un soulèvement, un ras-le-bol qui arrive quand un seuil d'humiliation insupportable est franchi. Il parle d'une fracture de la dignité. C'est un sursaut existentiel. On sent qu'il y a une forme d'humiliation qui pour lui est la pire de toutes. Il écrit que l'aliénation culturelle est peut-être l'humiliation la plus inquiétante à long terme. Oui, parce qu'elle touche au cœur de l'identité. Et un événement de 2003 vient tragiquement illustrer cette pensée. C'est le pillage du musée de Bagdad. Pour lui, ce n'est pas un dommage collatéral en accident de guerre, il y voit un crime contre l'humanité prémédité. Prémédité. C'est une accusation très grave. Oui, parce que, dit-il, les troupes américaines ont protégé les ministères du pétrole et de l'intérieur, mais ont laissé le musée national, le berceau de l'écriture, des lois, de la Mésopotamie, à la merci des pillards. S'attaquer à la mémoire millénaire d'un peuple, c'est tenter de l'effacer, de le déraciner, c'est l'humiliation suprême. Il critique d'ailleurs très violemment l'UNESCO pour son inaction. Ce n'est pas juste casser des objets, c'est
c'est tenter d'effacer l'ADN culturel d'un peuple. C'est ça. Et ça le ramène à un de ses maîtres, Mehdi Benabout, qui disait que la dignité, ce n'est pas un slogan, c'est un comportement et un système de valeurs. En détruisant les symboles de ce système de valeurs, on tente d'anéantir la dignité elle-même. Donc, si on résume, l'idée la plus sorte de Mahdi El Mandjra, ce serait ça. Les grandes crises géopolitiques ne naissent pas forcément de désaccords politiques ou économiques, mais d'une accumulation de dignité bafouée. L'humiliation n'est pas une émotion, c'est une arme de gouvernance. C'est une grille de lecture complètement différente. C'est le message central, oui. L'humiliation, ce n'est pas un détail en relations internationales. C'est une force géopolitique, un combustible hautement inflammable. Il nous prévient que son accumulation ne peut mener qu'à des explosions. Ignorer la quête de dignité des peuples, c'est programmer les crises de demain. Son œuvre est un avertissement. Un ordre mondial fondé sur l'humiliation n'est pas seulement injuste, il est fondamentalement instable. Et tout finir, il y a une phrase de lui qui est particulièrement troublante. Il écrit « L'humiliation de toutes les humiliations, en fin de compte, c'est lorsqu'on ne sait plus ce qu'est l'humiliation. » C'est une pensée vertigineuse. Si on essaye de l'appliquer à notre époque, saturée d'informations, de crises qui en chassent une autre, on peut se poser la question. Est-ce qu'on ne développe pas une sorte d'accoutumance, une anesthésie collective face à l'injustice, qu'elle ait lieu ici ou à l'autre bout du monde? Si c'est le cas, alors cette insensibilité progressive, cette incapacité à même reconnaître l'humiliation, ne serait-ce pas le triomphe ultime du système qu'il décrivait? C'est peut-être ça le vrai danger.